Bonjour tout le monde, bienvenue à ce Midi Cridac de Tristan Boursier, qui a pour titre Penser l'antiféminisme comme stratégie de diffusion à l'extrême droite. Je me présente Stéphanie Tremblay, je suis directrice du Cridac, et je vais animer la rencontre d'aujourd'hui. Alors, quelques mots d'abord sur Tristan Boursier. Il est postdoctorant en ce moment au Cridac et docteur en sciences politiques, diplômé de l'Université de Montréal et de Sciences Po Paris. Après un séjour de recherche à l'Université d'Oxford, il poursuit des travaux sur les mouvements réactionnaires contemporains, en particulier l'extrême droite et l'antiféminisme. Il s'intéresse plus spécifiquement aux circulations idéologiques en ligne et aux recompositions des discours réactionnaires en France et au Québec. Donc, comme à l'habitude, on va procéder un peu en deux temps. Alors d'abord, Tristan va nous parler environ 45 à 50 minutes de son sujet. Euh, ce sera la première partie, sa conférence comme telle. Puis, ce sera suivi d'une période d'échange de questions, de commentaires avec vous ici en personne et également les participants, participantes en ligne. Alors, voilà, sans plus tarder, je laisse la parole à mon collègue Tristan. Merci beaucoup Stéphanie. Merci au CRIDAC de nous permettre de faire cette conférence aujourd'hui. Merci à vous d'être ici à la fois en ligne et dans la salle. Alors comme je le dis souvent, j'espère que vous êtes de bonne humeur aujourd'hui parce que c'est pas ma présentation qui va vous aider à l'être. D'ailleurs, je fais un petit trauma avertissement avant de commencer. Je vais pas diffuser des images ou des citations avec des termes offensants. Je vais faire essentiellement de la paraphrase aujourd'hui. Et voilà, selon votre expérience personnelle, je vous laisserai juge de ce qui va être affiché. Alors, aujourd'hui, je vais vous présenter une recherche qui en fait a déjà été publiée, mais je vais bonifier et la pousser un peu plus loin sur certains points. C'est issu d'un chapitre qui a été publié aux Presses universitaires de France dans l'ouvrage collectif Antiféminisme et masculinisme d'hier et d'aujourd'hui, donc coédité par Christine Barr, Mélissa Blais et Francis Dupuy-Derry l'année passée. Et ma présentation aujourd'hui va avoir une structure assez classique. Je vais tout d'abord vous présenter ma problématique, ensuite mon cadre théorique. Je vais donner quelques mots je vais dire quelques mots sur les données et la méthode utilisée. Et enfin, le dessert, les résultats, puisqu'on est là pour que je vous explique quelles sont les fonctions que remplit l'antiféminisme à l'extrême droite. Et ça va être l'objet de la dernière partie. Le point de départ de cette recherche, il peut être cristallisé à travers cette courbe qui représente l'évolution des vidéos YouTube dans ce qu'on appelle parfois communément la fachosphère, la sphère d'extrême droite en ligne, donc sur le YouTube français et québécois. Et donc, c'est la part des vidéos, l'évolution de la part des vidéos dont le titre mentionne des thématiques liées au genre. Donc, on voit que à partir de 2016 et encore plus fortement à partir de 2018, on a une progression qui est extrêmement forte. Et donc, je me suis posé la question suivante. Comment ça se fait que des acteurs d'extrême droite, d'un coup, semblent utiliser de manière beaucoup plus intense des discours, des arguments liés au genre et plus spécifiquement à l'antiféminisme? Et c'est quelque chose, je pense que là, que j'ai observé dans un contexte numérique assez précis, mais je pense que vous avez tous et toutes en tête des exemples, euh, y compris dans la politique institutionnelle, où les discours antiféministes semblent redevenir attrayants pour certains acteurs politiques. On peut penser à la réélection de Donald Trump, où le vote masculin semble avoir été fortement mobilisé dans sa campagne. On pense notamment, j'ai notamment en tête ces interventions dans les podcasts de Joe Rogan et d'autres influenceurs masculinistes. Donc voilà, on a des convergences entre des acteurs qui sont pourtant différents, même s'ils ont des points d'accord, et on va le voir par la suite. Alors, ça peut paraître un peu étrange ou saugrenu si vous avez l'habitude d'étudier l'extrême droite ou l'antiféminisme, de peut-être séparer autant les deux, puisque surtout si vous êtes plutôt positionné à gauche, on a tendance à les voir comme vraiment fusionnés, voire même allant main dans la main. Néanmoins, on peut les considérer comme deux mouvements, même contre-mouvements, on pourrait dire, différents, qui ont leur logique propre, leur autonomie propre, même si, il y a une intersection entre les deux, qui est symbolisée là par les deux cercles. Normalement, les deux cercles sont en transparence, hein. C'est pas que l'antiféminisme écrase l'extrême droite, il y a vraiment un mélange entre les deux. Juste petit détail, je ne veux pas offenser des gens d'extrême droite qui nous écouteraient. Donc c'est deux sphères quand même qui ont leur contour propre. L'antiféminisme, je le définis assez minimalement en reprenant justement
notamment les travaux de Mélissa Blais, Francis Dupuy-Déry et Christine Barr, comme un mouvement d'opposition au féminisme réel. C'est-à-dire qu'il y a autant d'antiféminisme qu'il y a de mouvements féministes. Et à l'intérieur de cette grande étiquette très générale, on a tous les courants dont certains sont plus médiatisés que d'autres. On a par exemple beaucoup parlé des incels. Sam Corbin qui ici travaille d'ailleurs sur le sujet. On parle beaucoup des masculinistes. Peut être considéré aussi comme un sous-courant de l'antiféminisme avec un récit propre, une logique propre. Donc, je vais pas tous les détailler ici, hein, je les ai mis à l'écran, mais c'est simplement pour mettre en avant ces diversités. Et de l'autre côté, à l'extrême droite, on a une logique qui est à peu près similaire en fait. Dans cette présentation, comme je le fais dans la plupart de mes travaux, j'utilise le terme extrême droite de manière, c'est un terme chapeau et qui englobe d'autres courants. Donc dedans, on a des courants fascistes, on a des courants néofascistes, des courants nazis, on a des tendances suprémacistes blanches, paganistes aussi moins connues, le mouvement skinhead, etc., etc. Le terme extrême droite, ici, je le définis de manière minimale en m'appuyant sur le travail de Elizabeth Carter. Trois critères définitionnels qui sont issus d'un travail qu'elle a fait de lecture de la littérature. Donc c'est une méta-analyse. Elle prend une vingtaine de définitions les plus courantes dans la littérature de ces 20, même 40 dernières années, parce qu'elle elle remonte maintenant aux années 80, c'est vrai qu'on est en 2025, 26. Et elle en tire trois critères qui sont systématiques dans toutes les définitions de l'extrême droite. Donc le premier, une opposition à la démocratie. On va y revenir, mais effectivement, cette opposition, elle peut être plus ou moins opportuniste à certains moments, hein. Il y a notamment, je pense, aux partis d'extrême droite qui visent la gouvernance, par exemple le RN en France, qui peut tantôt revendiquer vouloir faire un référendum sur des sujets extrêmement précis et en même temps avoir un positionnement qui reste très critique de la démocratie. Donc, opposition à la démocratie, premier critère. Second critère, une valorisation de l'autoritarisme. Donc, c'est l'idée que naturellement, une bonne société devrait être hiérarchisée et qu'on doit respecter l'autorité d'un chef ou d'une chef, même si c'est souvent un chef. Troisième et dernier critère, et peut-être le plus important, le nationalisme nativiste. Donc c'est une forme de nationalisme qui est excluant, qui va s'opposer à ce qu'on appelle parfois le nationalisme civique. C'est l'idée tout simplement que pas n'importe qui peut faire partie de la nation et que ça prend des critères soit liés au sang, soit liés à la lignée, soit à la supposée race, etc., etc. Aujourd'hui, ce forme de nationalisme nativiste à l'extrême droite, il a tendance à être culturalisé. Donc on va prendre des éléments, par exemple, issus d'une religion on va dire que le Québec ou la France sont des États intrinsèquement chrétiens, voire catholiques, et en ce sens, ils ne sont pas supposés être tolérants envers d'autres religions, et il y aurait une incompatibilité intrinsèque avec notamment l'islam qui est souvent visé. Donc voilà ces trois critères définitionnels. Et pour vous finir de vous convaincre que on a face à nous deux sphères qui sont distinctes, je vais égrener quand même assez rapidement différents éléments de ces deux mouvements sur lesquels ils divergent. Le premier élément, c'est la structure organisationnelle. Alors, l'antiféminisme, c'est un mouvement assez large, assez polymorphe, même on pourrait le dire, mais néanmoins, il est assez distinct de l'extrême droite, puisqu'il n'y a pas de parti antiféministe, il n'y a pas de parti dont le programme se constitue seulement et seulement uniquement autour d'enjeux antiféministes, tandis qu'on a des partis d'extrême droite, certains sont même au pouvoir et de plus en plus d'ailleurs en ce moment. Les acteurs qui portent l'antiféminisme, ce sont souvent des hommes, mais ça peut être aussi des femmes. Et c'est souvent des figures fortes, des individualités médiatiques qui utilisent par exemple leur étiquette enfin leur formation de médecin, de auteur. On peut aussi penser à des associations antiféministes, donc il y a des formes organisationnelles un peu plus collectives, mais il y a beaucoup de figures seules fortes. Je pense notamment à Alain Soral, avant qu'il fasse une carrière dans l'antisémitisme, a commencé avec l'antiféminisme, en sortant Sociologie d'un dragueur, un ouvrage qui lui a permis de faire le tour des plateaux télé à l'époque en France. Mais voilà, au Québec, il y en a aussi. C'est souvent des figures de même. Second critère, c'est le positionnement politique. Alors aujourd'hui, on a tendance à avoir de plus en plus de convergences, mais là encore, il y a des divergences, et des divergences parfois qui sont très fortes. Déjà, l'antiféminisme, on peut en trouver partout sur le spectre gauche-droite.
Alors c'est sûr que en termes d'intensité et de fréquence, c'est plus facile à en trouver à l'extrême droite. Mais on a des antiféministes de gauche. Je pense notamment au travail qu'a fait Francis Dupuy-Déris sur Proudhon. Proudhon a des propos antiféministes et même plus et affinités avec différents courants de l'antiféminisme. Tandis qu'à l'extrême droite, on a des corpus idéologiques déjà plus situés sur le spectre gauche-droite, hein, si on a une vision très partisane du sujet. Et on a des positionnements qui peuvent diverger avec les antiféministes sur différents sujets. Par exemple, le rapport au marché. On a des courants d'extrême droite, donc là pour le coup fascistes et néofascistes, qui peuvent être très critiques du marché capitaliste, sans pour autant remettre en cause le capitalisme évidemment. Alors que on a chez les incels donc pas tous, hein, mais chez certaines parties des incels, une certaine complaisance avec le marché, puisqu'on va tendance à voir le jeu de la séduction comme étant un marché compétitif dans lequel soit on va être dégoûté et on va vouloir s'en tenir loin, soit on va essayer de jouer le jeu. Et c'est là où on va avoir des discussions qui vont peut-être plus s'éloigner des incels, mais des pick-up artists, donc les coachs en séduction, qui vont dire on va utiliser le jeu de la séduction, le marché compétitif, le marché de l'affection et du sexe, pour essayer de réussir à obtenir ce qui nous revient de droit en tant qu'homme, c'est-à-dire le corps des femmes. On a aussi, moi je pourrais continuer, mais je vais m'arrêter là, on a aussi un rapport à l'État hein, qui est relativement ambigu. Dans les antiféministes, on n'a pas forcément un rapport à l'État qui est très structuré. On peut avoir des critiques acerbes de l'État, notamment dans les mouvements Father for Justice, donc des droits des pères, qui vont critiquer notamment le système judiciaire en le désignant comme corrompu. Euh, Tandis qu'à l'extrême droite, historiquement, on va avoir un rapport à l'État plutôt complaisant. Je pense notamment aux mouvements plutôt qui vont du côté du totalitarisme, donc le fascisme et le nazisme. Même si aujourd'hui, évidemment, on assiste à un positionnement de plus en plus libertarien de ce côté-là du spectre politique. En termes de diffusion, on a aussi des phénomènes qui sont assez différents. Du côté de l'antiféminisme, on a une diffusion qui semble diffuse. Alors, elle a des points, il y a des points de l'iceberg qui sont beaucoup plus visibles parce que plus extrêmes. Hein, on a des attentats antiféministes. Mais on parle aussi d'antiféminisme ordinaire. Je pense notamment au terme de Francine Descarrés qui nous a quittés il y a quelques jours. Tandis qu'à l'extrême droite, alors, habituellement, on parle pas d'extrême droite ordinaire, à ma grande déception personnelle, puisque je pense qu'on aurait intérêt à voir les idées d'extrême droite comme étant pas seulement l'apanage des partis d'extrême droite, mais comme quelque chose de bien plus diffus, présent dans l'histoire des pays occidentaux, entre autres. Je pense notamment aux études des coloniales qui le montrent très bien. Il y a des travaux aussi de Jonathan Durand-Folco, qui a sorti un ouvrage l'année dernière, Fascisme tranquille, qui va un peu dans ce sens-là. Voilà, donc on s'en va tout doucement dans cette direction-là, mais habituellement, on n'utilise pas cette expression pour parler d'extrême droite en termes de diffusion des idées. Et enfin, en termes d'agenda, on a des priorités différentes. En ce moment, mais comme souvent historiquement, l'extrême droite est obsédée par l'immigration, par les personnes racisées. Euh, beaucoup moins aujourd'hui, mais il y a certains courants de l'extrême droite qui sont plutôt anti-ecclésiastiques, donc ils vont critiquer y compris la religion catholique, hein, donc c'est des mouvements paganistes, pas dans le détail maintenant. Tandis que dans l'antiféminisme et contemporain, on a des connivences et même des convergences avec des mouvements plutôt intégristes. Je pense notamment à, à, à la marche pour tous en France en 2012-2013, donc contre le mariage homosexuel, le mariage pour tous. On avait main dans la main différents intégristes religieux qui défilaient avec des antiféministes. Donc voilà. Et leurs obsessions, enfin leurs priorités en termes d'agenda, ça va être par exemple le suicide des hommes, euh, qui va être un discours surtout porté par les MGTOW, mais pas seulement, donc les Men Going Their Own Way, qui est un sous-mouvement antiféministe. Comme je disais tantôt, le droit des pères, les mouvements des droits des pères vont plutôt attaquer la justice et les femmes juges. Voilà, on a des priorités programmatiques qui sont relativement différentes. Et donc maintenant que je vous ai convaincu qu'on a affaire à deux mouvements quand même qui ont des logiques propres et une certaine autonomie propre,
La question que je me suis posée, c'est quelle est la relation, sous-entendu de convergence, qui existe entre extrême droite et antiféminisme? Et pour être plus précis, ma question de recherche est la suivante. Quelle est la fonction de l'antiféminisme au sein de l'extrême droite en ligne? Parce que le propos que je vais avoir aujourd'hui est issu de données surtout issues du contexte numérique, mais j'ai la prétention de croire qu'elle pourrait être utile pour comprendre ces convergences ailleurs qu'en contexte numérique. Donc deux sous-questions adjacentes. À quoi sert l'antiféminisme pour l'extrême droite? Et que fait l'antiféminisme à l'extrême droite? Je vais moins répondre à cette question aujourd'hui, mais ça soulève des questions, par exemple, d'évolution en termes stratégiques, en termes idéologiques aussi. Est-ce que les acteurs antiféministes que j'ai évoqués, les différentes tendances que j'ai évoquées, vont modifier aussi les idéologies, la vision du monde que vont avoir certains acteurs d'extrême droite? Et donc le but de cette présentation et le but en fait de cette recherche, c'était de fournir un cadre théorique pour de futures recherches afin de mieux comprendre et de tester aussi ces convergences sur différents contextes. Pour comprendre ces convergences entre ces deux mouvements, je vais m'aider d'un cadre théorique assez peut-être assez confidentiel en dehors des études sur l'extrême droite, c'est la notion de métapolitique. Alors, la métapolitique, c'est une vieille lune à l'extrême droite. C'est un terme, comme on dit, émique, qui vient d'acteurs d'extrême droite, qui le reprennent à leur sauce de Gramsci. Gramsci n'utilise pas le terme métapolitique, hein, mais ils vont reprendre de manière assez distante une logique un peu gramscienne. Mais c'est aussi un terme qui est utilisé par des chercheurs, dont moi, parce qu'on pense que on peut le séparer de cet usage émique, donc cet usage qui vient des acteurs d'extrême droite, pour en avoir un usage plutôt analytique et conceptuel. Donc je vais vous expliquer d'abord comment les acteurs d'extrême droite envisagent la métapolitique, pour ensuite vous expliquer comment moi, en tant que chercheur, je l'envisage. Donc c'est un concept qui nous fait faire un petit saut dans le temps, hein, dans les années 60. Euh, Imaginez, juste pour quelques secondes, vous êtes militant, militante fasciste. Je vous promets, c'est juste pour l'expérience de pensée. Vous êtes à une période où il y a beaucoup de progrès sociaux. Bon, on est loin, hein, évidemment, de l'égalité parfaite encore aujourd'hui, mais il y a quelques avancées sociales, disons, d'après-guerre, quelques concessions qui sont faites notamment grâce à l'entrée aux communistes dans certains gouvernements, ou en tout cas proches du pouvoir. Et vous, vous êtes militant, militante fasciste, et vous êtes donc très déçu parce que vos idées antidémocratiques, ben, elles ont moins la cote. Euh, Vous tentez un coup d'État. Alors là, j'ai en tête le coup d'État raté fait contre le général de Gaulle en 61. Euh, Ça marche pas. Vous pensez que la force allait l'emporter, que l'armée allait vous suivre et que plus largement la population allait être convaincue et qu'elle allait être remportée par le mouvement. Là, vous vous rendez compte que finalement, ça marche absolument pas et donc vous revoyez votre agenda stratégique. Et c'est ce que va faire notamment Dominique Vénère, qui était un de ces militants à l'époque, figure très connue dans les sphères d'extrême droite françaises et même européennes, qui va en fait en gros dire qu'il faut revenir à la propagande un peu plus classique, pour essayer de toucher ce qu'on appelait les masses à l'époque. Et donc, avant de tenter de s'emparer du pouvoir, soit par la force, soit par les urnes, il faut préparer une révolution idéologique. Et c'est ça vraiment le cœur de l'idée de métapolitique. Donc, qu'est-ce qu'il entend par révolution idéologique? C'est l'idée de conquérir à la fois les cœurs et les esprits, de faire une production culturelle qui soit pas forcément perçue et envisagée comme d'emblée politique, afin de séduire. C'est un petit peu, si vous voulez, comme les fables de La Fontaine. Vous avez une jolie histoire avec des animaux qui plus ou moins arrive à passer la censure du roi à l'époque, même si on entend que les historiens nous disent que la royauté et la cour n'étaient pas dupes non plus du sens des fables. Mais voilà, on a des petites histoires qui ont l'air innocentes, mais qui contiennent une morale, une vision du monde, une vision politique du monde qui est assez précise. Le problème ou l'avantage, tout dépend de ce terme et de ces auteurs et de ces militants d'extrême droite qui envisagent la métapolitique, c'est ils sont jamais allés très loin dans sa conceptualisation et notamment dans son opérationnalisation. Concrètement, comment on met en place la métapolitique? Ils y répondent pas vraiment.
Néanmoins, et surtout aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux dans la recherche à penser que même s'il n'y a pas un corpus intellectuel qui théorise ça, il y a des pratiques qu'on peut observer et qu'on peut observer sous cette étiquette-là de métapolitique. Alors comment nous, chercheurs, on l'entend, ce terme? Il y a trois critères. C'est une stratégie de conquête du pouvoir, ça c'est clair, c'est le point commun qu'on a avec les acteurs d'extrême droite qui la définissent, qui se situe en amont de la politique institutionnelle et qui s'ancre dans la production de discours présentés comme apolitiques, donc comme j'ai dit, notamment culturels, des films, des livres, des balados, etc., afin de modifier les frontières du politique. Donc l'idée, c'est de faire en quelque sorte une politisation à large spectre, de manière très diffuse dans la société, avec des outils plutôt inhabituels pour faire de la communication politique, en tout cas dans la sphère partisane. Et si vous devez retenir un seul terme qui caractérise comment nous chercheurs on conçoit la métapolitique, c'est avant tout la construction de récits. C'est des récits qui ont un objectif politique, et cet objectif politique, c'est de rendre plus séduisantes certaines valeurs attachées à un agenda, là en l'occurrence d'extrême droite. Donc quel est le lien avec l'antiféminisme? En fait, ça va être la thèse que je vais défendre aujourd'hui à travers les quatre fonctions que je vais vous présenter. L'idée que je vous propose aujourd'hui, c'est d'envisager l'antiféminisme comme comme faisant partie d'une stratégie métapolitique d'extrême droite. C'est-à-dire que l'antiféminisme permet de construire des récits qui sont en apparence apolitiques, parce que c'est des récits qui s'appuient sur des normes qui sont déjà largement présentes, hégémoniques en fait, dans la société et dans des sociétés patriarcales, afin de modifier les frontières du politique. Et quand on y pense, quoi de mieux qu'utiliser un véhicule qui est déjà largement présent dans nos sociétés que l'antiféminisme dans une société patriarcale, c'est un combo qui semble gagnant. Et pour ce faire, je vais m'intéresser à un type d'acteur très particulier, que sont les influenceurs politiques. J'aurais peut-être dû faire un disclaimer sur les abdos du Raptor. Donc, je vous ai mis à gauche des photos de. Donc, les deux premiers en haut, c'est deux influenceurs français, et deux en bas, c'est des influenceurs québécois. Donc, sans doute, bon, c'est un terme qu'on utilise de plus en plus dans les débats publics. Quand j'ai commencé cette recherche, on me regardait un peu comme un ovni. Pourquoi tu veux étudier les influenceurs politiques? C'est pas des acteurs très importants. Et aujourd'hui, je pense que, en tout cas, je le dis et je suis pas le seul à le dire, il devient de plus en plus important. Et je pense que le climax de ça, le pinacle de cette importance, c'était le meurtre de Charlie Kirk, quand le vice-président J.D. Vance a lancé un podcast en hommage à lui. Enfin, il a repris son émission depuis la Maison Blanche, depuis son bureau à la Maison Blanche. Donc là, on a un influenceur qui s'est fait assassiner, qui était proche de la sphère MAGA, dont le contenu multimédia est repris et mis sous les projecteurs par le vice-président des États-Unis. Je pense qu'on peut pas faire mieux en termes d'institutionnalisation de ce type d'acteur. Mais avant un tel succès, et encore aujourd'hui, ce qui est intéressant avec les influenceurs politiques, c'est que selon moi, ils se situent au milieu de deux autres acteurs qui sont historiquement importants à l'extrême droite. D'un côté, les acteurs groupusculaires, donc les groupuscules violents, qui contiennent peu de membres, dont le mode d'action principal est la violence, donc prise de l'espace dans la rue, harcèlement des populations immigrées ou supposées immigrées racisées de leurs adversaires politiques. Donc un mode d'action qui est extrêmement violent, qui, quand on s'intéresse à eux, ils parlent très ouvertement, ils se même qualifient certains de fascistes, néofascistes, nazis, néo-nazis. Enfin, ils reconnaissent toutes ces étiquettes-là, c'est pas du tout tabou pour eux. Et de l'autre côté, on a les partis politiques d'extrême droite qui tentent de plus en plus à être comme on dirait, des partis de gouvernement, c'est-à-dire à lisser les angles et à effacer justement leurs origines sulfureuses et leurs liens toujours actuels qu'ils ont, y compris avec ces groupuscules les plus radicaux. Et en fait, ces deux acteurs, le second aimerait bien qu'on oublie dans la sphère publique ses liens avec le premier, mais ils fonctionnent encore main dans la main.
On a, par exemple, des cadres de partis d'extrême droite qui nous viennent de groupuscules. Il y a toujours des liens forts qui existent. Et ils ont une division du travail. Les partis vont toucher un public beaucoup plus large. Un public, en fait, ils vont viser les personnes en âge de voter et qui peuvent possiblement convaincre de voter pour eux. Tandis que les groupuscules, eux, vont avoir plus un mode d'action plus confidentiel et qui vont viser à semer notamment la terreur dans des lieux précis. Et en termes de discours, on n'a pas les mêmes discours. Les groupuscules, comme je le disais, ont un discours beaucoup plus assumé, beaucoup plus violent. Il y a beaucoup moins de filtres, sauf quand ils vont parler évidemment aux médias, mais entre eux, dans leur mode d'action, c'est assez clair. Tandis que les partis politiques, eux, vont lisser pas mal leur discours et vont avoir beaucoup plus de stratégies de communication discursive de pointe. Et les influenceurs dans tout ça, donc, pour moi, ils sont au milieu. Parce que ils permettent d'atteindre un public aussi large, voire même plus large que les partis politiques, hein. Certains, ils ont des vues qui se comptent en millions. Alors, un vue n'est pas égal à une personne, mais on peut s'entendre que c'est un chiffre qui sans doute est de cet ordre-là. Et en même temps, alors ils vont pas faire des ratonnades dans la rue, mais ils peuvent s'octroyer la liberté d'avoir un vocabulaire extrêmement violent. Donc en termes de violence discursive, on est au même niveau quasiment que les groupuscules. Et c'est pas, quand je dis violence discursive, c'est pas pour la minimiser, hein, parce que c'est une violence qui a des conséquences réelles hein, dans la vie des gens. Ça entraîne du harcèlement en ligne, ça peut entraîner du doxing, donc révélation d'adresses, d'éléments privés de leurs adversaires politiques. Donc c'est de la vraie violence, hein. Simplement, leur mode d'action se situe surtout dans l'espace numérique et moins hors ligne, même si beaucoup d'entre eux ont tenté de faire ce saut-là en faisant des groupes notamment de sport de combat. Euh, bon, je vais pas en dire davantage. Peut-être, comme vous en doutez, c'est souvent des hommes. Il y a quelques femmes hein, qui ont un succès, mais en grande majorité, ce sont des hommes. Plutôt jeunes. En fait, la sphère d'extrême droite française est plus jeune que la sphère québécoise. Euh, euh, bon, je dis jeune, moins de 35 ans. Euh, Quand j'ai commencé à les étudier, évidemment, ils étaient plus jeunes. On avait début vingtaine. C'est les mêmes qui sont toujours actuellement sous les projecteurs, donc ils ont grandi. Euh, et ce qui est intéressant, c'est qu'ils sont pas toujours issus aussi des réseaux traditionnels. C'est-à-dire que c'est pas des gens qui, à ma connaissance, certains oui, mais la grande majorité, apparemment non, ne viennent pas des groupuscules, ne viennent pas d'une formation militante partisane. Donc ça aussi, c'est quelque chose d'un point de vue sociologique que je trouve intéressant. Pour les données, alors là, j'en profite pour faire de l'autopromo pour un projet qui me tient beaucoup à cœur en ce moment, que je fais avec mon collègue Antoine Lemort, de l'Université de Sherbrooke. On a constitué une base de données pour observer le YouTube politique. Cette base s'appelle YouPol. Elle a un site, il est encore en chantier, mais il est accessible. Et elle réunit un peu moins de 23 000 vidéos issues à la fois de chaînes québécoises et françaises. Dedans, il y a beaucoup de chaînes d'extrême droite, mais on a aussi des chaînes de gauche et on a aussi des chaînes issues plus de la mouvance masculiniste. Et donc, j'ai pris une partie de ces données-là pour trouver les résultats que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a trois corpus. Bon, je vais aller vite, on pourrait revenir dans la période de discussion. Il y a le corpus le plus large, qui est composé de 17 621 vidéos, pour être précis, d'acteurs d'extrême droite en France et au Québec. Alors, quand je dis vidéo, je prends pour cette recherche-là uniquement les titres. Pour la base de données YouPol que j'ai présentée, ce qu'elle a d'original, c'est qu'on n'a pas seulement les métadonnées, donc titres, vues, date de publication, etc., etc. On a aussi le contenu des vidéos qui a été entièrement retranscrit et qui est analysable, notamment grâce à des outils de LLM, donc de traitement automatisé du langage naturel. Et d'ailleurs, pour finir ma page autopromotionnelle, on cherche des personnes chercheuses qui seraient intéressées pour exploiter ces données avec nous. Donc si ça vous intéresse, vous pouvez en parler après la présentation, on serait ravis de jaser. Donc voilà pour le premier corpus. Le second corpus, c'est une sélection de titres de vidéos qui mentionnent explicitement des thématiques liées au genre. Et donc j'ai extrait de ces 17 000 vidéos, 1082 vidéos. Et j'ai complété cette analyse plutôt quantitative avec une analyse qualitative, en fait une analyse de contenu de 60 vidéos. Voilà l'armature méthodologique
aujourd'hui. Et donc enfin le dessert comme promis, les quatre fonctions qu'aurait l'antiféminisme, qu'a l'antiféminisme selon moi à l'extrême droite. Tout d'abord la fonction fédératrice. Donc je pense que maintenant que vous êtes absolument convaincu qu'on a affaire à deux sphères qui ont leur autonomie propre. Et comme je l'avais un peu foreshadow, l'antiféminisme sert en quelque sorte de glue symbolique, c'est un terme qui vient de la littérature, pour justement réunir, fédérer des acteurs qui autrement ne se seraient peut-être pas parlé, ou en tout cas moins souvent que ce qui est le cas aujourd'hui. Alors, c'est à la fois une fonction fédératrice au sein de l'extrême droite, puisqu'on a des acteurs, j'ai mis en vignette Vic Survivaliste, donc un influenceur québécois qui intervient à une conférence du GREC, qui est un autre groupe d'acteurs d'extrême droite québécois, qui aujourd'hui d'ailleurs n'existe plus vraiment. Donc, ils ont invité des survivalistes pour donner une conférence, alors qu'ils ont des opinions quand même divergentes sur pas mal de choses. J'ai trouvé ça assez intéressant que sur les 2 heures de conférence, il y avait pas mal de convergences, notamment sur les sujets liés à l'antiféminisme. En fait, c'est des acteurs qui peuvent être en désaccord sur quel type de racisme, pour le dire, ils ne disent pas en ces termes-là, mais quel type de racisme il faudra adopter. Est-ce qu'on a un racisme plutôt culturaliste et on prétend que, en fait, non, ce qui nous intéresse, c'est juste le versant radical de l'islam et on n'est pas du tout islamophobe, ou avoir un racisme beaucoup plus biologique assumé. Donc il y a des divergences là-dessus, sur comment il faudrait être raciste, en gros. Mais ils sont d'accord sur le fait que, bah, quand même, les féministes et les femmes, c'est des ennemis communs, pas toujours numéro un, mais qui sont en bonne place dans leur classement. Alors, là, j'ai donné un exemple issu du contexte numérique, mais donc québécois. Mais pour donner un exemple français, Loïc Le Priol, qui était le président du GUD en 2022, il s'est fait séquestrer et torturer par d'autres membres du GUD, parce qu'à l'intérieur de cette organisation-là d'extrême droite, il y avait des désaccords profonds. Et la vidéo dans laquelle il a été torturé a été diffusée par ses camarades. Je ne sais pas si on utilise ce terme-là de ce côté-là du spectre politique, mais voilà, par ses compagnons. Et c'était aussi donc je me suis épargné le visionnage des moments les plus horribles de la vidéo, mais ce qui était intéressant avant que ça devienne une vidéo insoutenable, c'est que il était soupçonné d'être homosexuel. Donc il y avait encore une fois une thématique liée au genre et à l'anti-genre, l'antiféminisme qui émergeait. Et concrètement, dans le contexte numérique, ça permet de faire des collaborations. Ça permet, comme vos influenceurs, influenceuses préférées, si vous en avez, à ces acteurs-là de se faire inviter sur des chaînes, des canaux médiatiques sur lesquels ils n'ont pas l'habitude d'être. Là, je vous donne, donc je vais donner l'exemple de Geek Survivalist, mais j'ai des exemples français ici. La vignette, donc en haut à droite, c'est Papacito et Julien Rochdy. Ils sont par ailleurs vraisemblablement amis dans la vie, mais Papacito aurait un positionnement, surtout aujourd'hui, bien plus catholique intégriste, tandis que Rochdy aurait une position plus critique liée à la religion, même si et c'est de moins en moins clair. Mais voilà, ils ont fait une collaboration qui est telle elle s'est manifestée par la co-écriture d'un ouvrage ensemble. Des choses un peu plus classiques dans le monde numérique, on a des collabs avec des acteurs d'extrême droite et des influenceurs, pour le coup plutôt masculinistes. Je pense notamment ici ah non, je ne l'ai pas affiché. The Rob, qui est un coach masculiniste fitness français, qui a invité notamment Papacito, mais c'est pas le seul. Donc voilà, il y a ça leur permet de s'inviter entre eux et en termes de communication numérique, donc d'atteindre un public qui est différent, qui est plus large, et donc d'augmenter leur visibilité. La deuxième fonction, c'est la fonction d'agenda. Donc là, je vous ai parlé de la fonction fédératrice qui concerne les acteurs. Ici, la fonction d'agenda concerne plutôt les éléments discursifs, ce qu'ils vont exprimer lorsqu'ils vont prendre la parole dans l'espace public.
Et ce que leur permet de faire l'antiféminisme ici, c'est de créer des opportunités, ce que j'appelle des opportunités discursives, des opportunités de prendre la parole plus souvent sur des thématiques sur lesquelles ils prenaient pas ou moins la parole avant. Donc ça va leur permettre d'augmenter en quelque sorte leur portée idéologique. Vraiment l'exemple, je pense qui est très présent en tête, peut-être pour les personnes en France qui nous regardent, c'est les groupes dits féministes d'extrême droite. On s'entend, moi je les appelle les groupes antiféministes d'extrême droite, donc par exemple Némésis, euh, qui donc sont liés à l'extrême droite, mais qui vont se revendiquer plus ou moins de l'étiquette féministe, même si elles l'utilisent très peu, en tout cas dans leur communication officielle sur leur site, vous ne voyez pas le terme féministe qui est utilisé, hein. Ça reste quand même un terme infamant pour l'extrême droite. Et elles vont aller sur donc des terrains, des prises de parole politiques sur lesquels l'extrême droite allait moins, voire pas du tout. Là, en l'occurrence, les agressions de rue. Donc les agressions que subissent les femmes dans l'espace public. Évidemment, c'est pas toutes les femmes qu'elles défendent et c'est pas tous les types d'agressions qu'elles vont dénoncer. C'est uniquement et quasi essentiellement une défense des femmes souvent blanches quand elles sont agressées supposément par des personnes immigrées ou racisées. Euh, donc voilà, ça leur crée une opportunité discursive pour dire, ah vous voyez, il y a eu ce que les médias appellent un fait divers, un féminicide dans telle ville de France. Habituellement, les partis d'extrême droite se désintéressent de ça. C'est les militants, militantes féministes hein, qui font ce travail-là de visibiliser les féminicides. Mais là, on va voir des acteurs qui vont s'en emparer, mais avec un prisme d'extrême droite pour dire il y a des féminicides, c'est à cause de l'immigration. Euh, alors là, je sors un petit peu de mes données, mais une chose intéressante, c'est que cet élargissement, on va dire, de la sphère discursive, grâce à l'antiféminisme, il peut avoir ses limites, il peut entraîner une certaine décrédibilisation. Alors j'ai en fait en tête des exemples qui ne concernent pas l'antiféminisme, mais qui concernent l'écologisme. Certains de ces acteurs à l'extrême droite ont tenté de faire un virage plus qu'on pourrait qualifier d'éco-fasciste, donc essayer d'intégrer des revendications liées à l'écologisme pour les rendre compatibles avec leur vision du monde. J'ai en tête, parmi les acteurs que je vous ai montré, le Raptor, qui a fait une longue vidéo qui est assez inhabituelle pour que je le souligne, d'une heure à peu près, sur l'écologisme. Ça a pas très bien marché. Les réactions de sa communauté propre, hein, donc des gens qui disent le suivre depuis des années, trouvaient qu'en fait, il était littéralement pas crédible pour parler de ça. Parce que visiblement, le Raptor a une crédibilité pour parler de certains sujets, mais en tout cas, pour sa communauté, c'est sûr que c'est pas l'écologisme. Dans la sphère institutionnelle, on a Éric Zemmour qui a tenté aussi d'intégrer ces thématiques-là durant la dernière campagne présidentielle, avec un succès, encore une fois, mitigé, et parfois des prises de parole vraiment loufoques. Je pense que c'était aux dernières élections municipales, donc il y a 6 ans en France. Il parlait de mairies où les Verts avaient gagné, et il disait que si les Verts avaient gagné dans ces mairies-là, c'est parce que leur parti avait le vert pour couleur, et que le vert, c'est la couleur d'une certaine religion, la couleur de l'islam. C'est vraiment ce qu'il a dit, hein, sur CNews, évidemment, une télé de qualité. Donc voilà, il y a des tentatives, mais plutôt des échecs à date. La troisième fonction, c'est la fonction d'intersection. Euh, Encore une fois, j'en profite pour faire de l'autopromotion. Il y a un article qui vient d'être sorti, que j'ai coécrit avec Véronique Pronovo et Ophélie Lacroix, spécifiquement sur le terme d'intersection des haines. Alors, le terme vient pas de nous, hein, il est repris de Christine Barr, qui l'évoque 2019, et de Rembert Brown, militant, auteur afro-américain, qui en parle dès 2016, dans je sais plus quel journal, je pense que c'est peut-être le New York Times. Euh, c'est l'idée qu'il y a donc à présent je vous ai parlé de convergence entre acteurs, de convergence entre discours. Là, maintenant, je me situe au niveau des idéologies. La fonction d'intersection, elle vise à comprendre comment les idéologies se combinent
pour se renforcer. Donc, l'antiféminisme avec l'extrême droite. Et cette idée d'intersection, elle vise à désigner un phénomène, j'ai que ce terme-là qui me vient en tête, de empouvoirment, de prise en pouvoir. J'ai l'impression de salir ce terme en l'utilisant en ce sens-là, mais de prise de puissance des deux idéologies, antiféministes et extrême droite, lorsqu'elles convergent. Christine Barr nous dit que lorsque les deux s'intersectionnent, on a quelque chose qui dépasse la somme de ces deux mouvements-là. Et c'est quelque chose qu'on a observé avec Véronique Pronovo et Ophélie Lacroix. Euh, on s'est intéressé au mouvement anti-avortement au Québec. Et on a cette intersection nous permet de comprendre qu'en fait, on a face à nous un phénomène qui est moins radical au sens idéologique, c'est-à-dire qui va avoir moins de cohérence en termes idéologiques, qui va avoir un corpus idéologique moins cohérent et moins proche d'une racine idéologique, donc radical dans ce sens-là, dans le sens philosophique du terme, mais qui va être plus violent. Donc ici, radicalité vraiment distincte de violent. Plus la radicalité diminue et plus la violence des discours, mais aussi des actes, semble augmenter. C'est ce que décrit précisément l'intersection. Et dans ce travail que je vous présente aujourd'hui, je l'explique avec ce qu'on appelle un paralogisme naturaliste. En fait, c'est quand vous discutez, si vous avez la chance de discuter ou de lire avec des idéologues ou des personnes qui défendent des idées d'extrême droite, c'est souvent en fait reposé sur une structure argumentative qui vient du paralogisme naturaliste. C'est l'idée que non seulement il y a des inégalités dans la nature, et que donc les inégalités, c'est pas du tout un construit social, mais c'est naturel, mais en plus, que vu qu'elles existent dans la nature, Mhm. elles sont bonnes. Et donc il faut utiliser ça comme modèle pour constituer nos sociétés. Et en fait, c'est quelque chose qui est très fort à la fois chez les antiféministes et chez l'extrême droite. Du côté des antiféministes, c'est tout simplement qu'il y a une inégalité, alors eux disent même pas forcément de genre, mais de sexe. Il y a que deux sexes pour eux, et elle est donnée par la nature, et il n'y a pas de discussion, c'est pas politique. Et donc, puisque la nature nous a fait comme ça, il faut que nos sociétés, y compris sur le plan politique, s'appuient là-dessus. Et donc, qu'il y ait une différence sexuée des personnes. Et du côté de l'extrême droite, c'est la même chose, mais sauf qu'on va mettre au centre plutôt les supposées races ou appartenance nationale ou culturelle, ce que vous voulez. Et là où ça va être intéressant sur ce que j'ai observé, c'est que on peut comprendre grâce à cette fonction d'intersection pourquoi pourquoi l'antiféministe pourrait servir de discours de rabattement vers l'extrême droite. Comme je disais en introduction, les valeurs antiféministes, elles viennent pas que des antiféministes. On est dans une société où les valeurs patriarcales sont encore largement présentes et diffusées. Et donc, si vous êtes, admettons, encore une fois, pour la deuxième fois de la journée, un militant, militante fasciste, par exemple, vous venez convaincre les gens que, en fait, en tant qu'humains, on n'est pas tous égaux. Quoi de mieux que de partir d'abord sur une inégalité, celle entre les genres, qui semble déjà naturelle et normale dans nos sociétés. Puisque vous vous adressez à des personnes pour qui les inégalités entre les genres semblent déjà un acquis, pourquoi pas, pourquoi pas d'autres inégalités sur d'autres sujets, notamment la supposée race. Donc voilà, le passage peut être compris comme ça. On part d'une inégalité qui semble plus socialement acceptée vers une autre qui l'est moins, même si l'air du temps semble dire de moins en moins, enfin de plus en plus le contraire. Et c'est quelque chose qui se manifeste par des obsessions qu'on voit très bien dans mes données, notamment pour les publicités dites interraciales, c'est-à-dire des publicités mettant en scène une personne blanche et une personne racisée, ou une personne racisante et une personne racisée pour être fidèle à Colette Guillaumin. Et cette obsession, en fait, elle permet de manifester l'idée que ici, on est face à une intersection entre à la fois une valorisation de la suprématie blanche et de la suprématie mâle. Que vont dire ces acteurs? Ils vont dire, mais vous voyez, on a une propagande woke.
qui promeut une mixité raciale, donc ce sont leurs termes, alors que bah, c'est pas naturel. Et ce propos raciste va être combiné à des propos antiféministes parce que ça va les déranger spécifiquement quand on est face à un couple où la femme est blanche et où l'homme est racisé. Et l'inverse, ça semble les déranger beaucoup moins. Donc il y a l'idée que le corps des femmes blanches, tout simplement, leur reviendrait de droit, pardon, en tant qu'homme blanc. Et donc non seulement on n'y a pas accès, mais en plus, c'est des immigrés ou des personnes racisées qui nous volent ce droit naturel. Donc là, on a vraiment l'intersection qui se manifeste de la façon la plus aiguë. Euh, je vais passer, mais j'ai mis en exemple le concept de body count qui circule beaucoup. Donc l'idée qu'une femme ne devrait pas avoir beaucoup de partenaires sexuels ou affectifs, bah, surtout sexuels en fait pour eux, mais les deux. Sinon, elle perd en valeur sur, et là je mets des guillemets quand je parle, sur le marché de la sexualité. Puis on a les fameuses tradwives qui ont été pas mal discutées dans les médias ces derniers temps qui elles sont aussi à l'intersection vraiment la plus peut-être la plus aiguë de ces deux idéologies. Et j'arrive enfin à la dernière fonction, qui est selon moi la plus sous-estimée dans la littérature actuellement, la fonction économique. Parce qu'on a face à nous pas seulement des personnes qui ont des croyances, une vision du monde et qui seraient uniquement des militants et des militantes, certains le sont très clairement pour moi, mais on a aussi face à nous des hommes et des femmes d'affaires, des businessmen, pour qui pour les plus populaires d'entre eux, pour ceux qui ont le plus de succès, c'est l'antiféminisme, un modèle d'affaires et quelque chose qui permet, en fait, plutôt quelque chose, un discours qui leur permet d'améliorer et de renforcer leur modèle d'affaires. Alors, c'est à la fois une fonction qui est, pour moi, la plus sous-estimée dans la littérature, en tout cas celle que je connais. Mais après, je peux comprendre pourquoi, parce que c'est pas évident d'avoir des données sur ce sujet-là. Avec mes données, j'ai essayé de ruser, notamment en m'intéressant aux appels aux dons qu'il y avait dans les vidéos, en fait dans le descriptif des vidéos. Parce que comme je vous ai dit, à l'époque où j'ai fait cette recherche, j'avais pas encore le contenu des vidéos, j'avais pas encore la retranscription, mais j'avais les métadonnées. Et donc j'avais le descriptif. Et dans le descriptif, il y a souvent, quand ils le font, en tout cas dans la vidéo, il y a un appel aux dons avec un lien pour qu'on puisse donner de l'argent ou acheter de la marchandise ou acheter des mugs d'extrême droite, des t-shirts d'extrême droite. Voilà. Et évidemment, les formations, on n'en peut plus en parler, mais les formations, les fameuses formations de coaching, soi-disant en séduction. Voilà. Et j'ai remarqué que il y avait une corrélation. Alors, corrélation n'est pas causalité, hein, évidemment, donc c'est pour ça que je suis assez prudent sur cette dernière fonction. Mais entre les vidéos, donc en jaune, euh, faites par les influenceurs d'extrême droite qui parlent de genre, donc c'est en fait une reprise de la courbe que je vous ai montré en début de séance, avec les vidéos qui font des appels aux dons. On a vraiment en tout cas à la fin du graphique, on a deux courbes qui sont très proches. Est-ce que ça monte avec la pandémie? Euh, Visiblement, oui. On a à partir de 2020, après 2020, donc c'est pas avec le début de la pandémie, mais quand la pandémie était bien avancée, déjà, que ça augmente. Bah, je vais l'évoquer maintenant, je pensais l'évoquer après, mais une des limitations de cette conclusion aussi, c'est peut-être tout simplement qu'ils se sont professionnalisés. Qu'ils se professionnalisent et donc ils ont appris à comment demander de l'argent et comment diversifier leurs sources de revenus. Donc peut-être que la courbe bleue aura augmenté quoi qu'il en soit, peu importe la courbe jaune. Voilà. Mais c'est quelque chose qui fait quand même du sens, qui a du sens au regard de la littérature existante. C'est des acteurs qui cherchent à diversifier leurs sources de revenus, qui cherchent à pas se baser uniquement sur le revenu, enfin les revenus issus de la monétisation, tout simplement parce que ces revenus sont plus instables, notamment parce que il y en a de moins en moins, mais il y a encore un peu de modération sur les médias sociaux, ce qui fait que leur contenu peut se faire strike, peut se faire retirer, ou juste ce qu'on appelle shadowban, donc invisibiliser et donc perdre en monétisation.
Donc l'idée d'aller vers l'antiféminisme, ça permet de vendre, d'avoir des revenus un peu plus diversifiés, notamment en se lançant pour certains dans le coaching. Donner des conseils en séduction. J'ai en tête Thaïs Descuffon, militante identitaire française, qui a commencé sur le terrain, qui ensuite a lancé euh, une chaîne YouTube, mais aussi d'autres pages dans les médias sociaux, où elle parlait de son combat identitaire, donc anti-immigration, anti-islam essentiellement. Et elle a choisi, il y a maintenant, je pense, 4 ans, peut-être un peu plus, de faire un revirement. Et elle a enlevé la plupart de ses contenus anti-immigration, anti-islam, pour produire des contenus essentiellement masculinistes où elle elle faisait un appel aux dons, et notamment, si vous donniez, je sais plus la somme, c'était plusieurs centaines d'euros, si vous, mettons 300 euros, si vous lui donniez 300 euros, vous aviez le droit de la rencontrer, d'avoir un dîner avec elle. Euh, donc voilà, ça leur permet de diversifier leurs sources de revenus. Euh, Là, j'ai mis à droite du sponsoring. Donc, en fait, c'est des entreprises. Donc là, c'est uniquement des exemples français. Et, à ma connaissance, j'en ai pas trouvé au Québec. Donc, des entreprises qui s'autodécrivent comme patriotes ou comme étant des vraies entreprises françaises. C'est aussi le terme qui est utilisé. Et elles vont être publicisées par ces influenceurs en échange d'argent, mais j'ai pas réussi à avoir le montant de ces sommes. Et j'ai parlé aussi avec des journalistes qui, en termes d'investigation, ont un petit peu plus d'agilité, on va dire, que nous autres chercheurs et chercheuses. Et eux non plus, avec leurs outils journalistiques, n'ont pas réussi vraiment à éclaircir qui étaient ces entreprises. Est-ce que c'est juste des façades ou est-ce elles ont une existence légale? Visiblement oui, hein, puisqu'elles ont un numéro de SIRET qui en France est obligatoire pour créer une entreprise. Elles ont pour certaines des sites où on peut vraisemblablement commander des produits, mais voilà, ça reste quand même assez nébuleux. Donc reconversion, ça j'en ai parlé avec l'exemple de Thaïs Escuffon. Et enfin, l'effet de cette fonction, enfin son but selon moi, c'est de normaliser et d'individualiser leur combat politique. Normaliser, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous avez en face de vous quelqu'un qui vous dit mais pour soutenir la France, il faut pas voter, s'engager, aller dans la rue, il faut juste acheter mes produits. euh, Finalement, le terme devient assez dépolitisé, enfin moins politisé que ce qui pouvait paraître, et individualisé tout simplement parce qu'on est dans une relation marchande d'un consommateur, consommatrice avec quelqu'un qui vend un produit, un homme ou une femme d'affaires. Donc je vais m'arrêter là, juste pour récapituler donc les quatre fonctions fédératrices d'agenda intersectionnel économique, qui ont chacune des effets différents. Donc fédératrice permet de réunir différents acteurs et de mieux diffuser les idées. D'agenda pour politiser des enjeux qui n'étaient pas avant politisés par les acteurs d'extrême droite. Intersectionnel qui permet d'extrémiser, de rendre plus violent le discours. Et enfin économique qui permet de normaliser et d'individualiser leur activité. Je vous remercie et oui, juste pour dire, je suis sur Blue Sky et sur d'autres médias sociaux si vous voulez suivre mon travail. Je vous remercie beaucoup. Vraiment de la belle recherche, Tristan. Bravo pour ce travail d'une grande clarté aussi sur le plan conceptuel, analytique et méthodologique. Tu abordes des éléments qui sont très délicats. Il y a un angle normatif, mais c'est très, très clair où se démarquent les conclusions, où se démarquent les constats, puis la méthode qui est très rigoureuse en même temps. Donc, c'est vraiment remarquable. Très riche aussi sur le plan des constats, des conclusions, des interprétations. Donc, je vais laisser la place peut-être avant de me lancer à quelqu'un, peut-être ici à chaud, qui aurait une question ou un commentaire pour Tristan. Sinon, je peux. Oui, Je peux allez-y. peut-être me lancer. Superbe présentation, Tristan, c'était vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé le quatrième point, la fonction économique, parce que moi, je le vois aussi dans mes propres recherches sur l'extrême droite américaine, où est-ce qu'il y a vraiment une dimension marchande. Je pense très célèbrement une manière de décrire le leader des Proud Boys, c'est soit c'est un vendeur de t-shirts, avant toute chose.
Ils vendent des chandails. Mais je sais pas si ça se répercute un peu dans la francosphère au Québec puis en France. Mais moi, du côté américain, il y a vraiment une imbrication entre l'extrême droite et les jeux de hasard en ligne. Le gambling, notamment, qui est comme une source de revenus assez importante au sens où est-ce que ils sont, toutes les figures importantes du mouvement, de la constellation, si on veut, sont sponsorisées par des casinos de crypto-monnaies en ligne. Et c'est très, très, très lucratif. Là. On parle des fois je pense que c'était une des étoiles montantes, là, Clavicular. C'est des millions de dollars par mois en sponsorship de stake.com et autres sites qui sont essentiellement c'est des machines à sous en ligne qu'on vous demande pas votre âge, on vous demande pas nécessairement tant que vous avez de l'argent à mettre dans la machine, on n'a pas de problème du moment que c'est de la crypto-monnaie. Merci beaucoup pour ce retour, pour vos retours. Mm. Non, c'est quelque chose que j'ai pas vraiment observé, ça, les paris en ligne, enfin les jeux d'argent en ligne, en fait, seulement du sponsoring par du pari sportif en ligne. J'en ai vu un Ouais. petit peu, mais j'ai l'impression que les entreprises, on va dire traditionnelles, qui n'ont pas vocation militante, elles sont encore frileuses pour sponsoriser, notamment en fait les acteurs clairement identifiés à l'extrême droite ils sont pas aussi normalisés qu'aux États-Unis, je pense. Et, plus du côté antiféministe, là, on va avoir un peu plus de sponsoring, j'ai l'impression. C'est là où justement j'ai vu des paris sportifs, pas de la publicité pour des sites de paris sportifs, ils développent un modèle économique, enfin, ils essayent de développer un modèle économique stable. Et une de ces tentatives la plus récurrente, qui jusqu'à présent a quasiment toujours échoué, c'est d'avoir un public captif, enfin de pas forcément avoir un public plus large que ce qu'ils ont actuellement, mais de le garder captif en lui demandant toujours plus. Et donc je parlais dans la présentation leur tentative de faire des communautés hors ligne. C'est passé notamment par ça. Il y a eu la volonté de faire des clubs de sport, mais de sport de combat. Euh, euh, pour le Raptors, il avait appelé ça, je crois, le FC Bagarre, Football Club Bagarre, ça veut rien dire, c'est juste un jeu de mots pour ça. Et plus récemment, quelque chose qui semble, donc tous ont échoué, enfin, c'est des entreprises qui soit sont nées dans l'œuf, soit ont pété la gueule. Mais une actuellement qui fonctionne toujours, c'est celle d'un influenceur qui s'appelle Valek, où c'est pas très clair. Ça a l'air d'être une pépinière d'influenceurs où ils donneraient à disposition des formations pour faire du montage vidéo, pour faire du graphisme. Il appelle ça le Valek Studio. Et on prend son nom d'influenceur, enfin son identité de marque et il accole le terme studio. Et justement, Thaïs Escuffon que j'ai mentionné l'a rejoint dans ce studio-là. Et elle est présentée un peu comme la marraine, je crois, ou la. Ouais. Donc, mais c'est moins normalisé, j'ai l'impression que ce que toi tu peux observer. Ouais, oui, il y a l'aspect que c'est devenu légal aux États-Unis, là, des casinos en ligne, après une décision de la Cour suprême de 2021, je pense. Mais c'est vraiment une explosion. Là, parce que moi, du moins du côté nord-américain anglophone, il y a vraiment comme derrière la montée de l'extrême droite, il y a une épidémie de dépendance aux jeux qui se profile à l'horizon, là, assez évidente, là, je pense. Mm. Oui, monsieur, madame, puis après ça, je me prendrai un petit droit de parole, puis après, on passe en ligne. Je me demandais si, parce que, ben merci pour la présentation d'ailleurs, c'est super limpide. Euh, Dans la littérature, on abordait des mouvements comme la résistance ou des solutions par rapport à ces stratégies de diffusion-là. Ça m'a fait penser notamment à comment Olivier Primo a réagi à Ruba Gazal, puis les discours virulents qu'il subissait sur Internet, puis que lui s'est vraiment opposé à ça, après avoir dit je voterai jamais pour Québec solidaire, mais il a quand même euh, défendu Ruba Gazal à ce niveau-là. Est-ce que dans la littérature, il aborde des solutions de contre-diffusion ou de résistance par rapport à ça, ou c'était vraiment juste des résultats de... Non, mais comme je vous ai dit en introduction, je suis vraiment un oiseau de malheur aujourd'hui, hein. C'est pas la littérature que je lis le plus. Moi, les idées que j'ai en tête, en fait, elles viennent plutôt de mes contacts avec les milieux militants. Euh,
Après, le but de cette recherche, c'est aussi de montrer, de rappeler, c'est pour ça que j'ai beaucoup insisté là-dessus, que c'est des sphères qui ont des divergences, qui ont des fissures, donc éventuellement les exploiter pour les affaiblir. Si on se positionne vraiment sur une optique militante, là, ça peut être une stratégie intéressante. Rappeler qu'ils sont pas d'accord sur plein de choses, et puis qu'ils ont du mal aussi, même si là en ce moment ça marche plutôt bien, mais ils ont quand même du mal à s'organiser collectivement. Peut-être réfléchir sur ce côté-là. Ben, à Montréal, Nouvelle Alliance a arrêté d'œuvrer, faire des manifestations parce que les contre-manifestations étaient trop plus importantes que ce qu'eux réussissaient à faire, là, mais ça les a pas empêchés de continuer à exister et de se déplacer ailleurs parce que ça fonctionne mieux. Donc, C'est aussi parce que visiblement, ils ont l'air d'avoir des soutiens institutionnels plus ou moins discrets. Là, je parle avec prudence, hein, mais il me semble du PQ notamment. Il me semble qu'il y a des accointances. Donc peut-être que il y a d'autres, ils ont d'autres pieds sur lesquels se retomber. C'est pas pareil pour Nemesis ou d'autres mouvements. Je pense à Eros, qui est un mouvement qui prétend défendre le droit des personnes LGBTQ+, tout en étant transphobe. Ils n'ont pas compris que le T dans LGBT voulait dire trans. Mais voilà, ils sont basés sur pas grand-chose en termes militants, ils sont six. Et par contre, derrière, c'est sûr qu'ils ont sûrement des ressources qui leur permettent de tenir. Merci. Moi, c'est Michel, c'est pas monsieur, c'est Michel. Et puis, je suis pour rassurer les gens, je suis un vieux schnook, membre fondateur avec 1700 militants de Québec solidaire en 2006. Je n'ai plus de dents depuis 2 semaines, alors je les ai comme à la maternelle. Dans 2 mois, je vais en avoir. À Paris, il y a un groupe, euh, Robin, vous savez, Batman puis Robin. Ouais. Bon, Robin, c'est le logo, là, le monsieur Robin. Voilà. Et le but de ce groupe LGBT, c'est de supporter les joueurs de soccer ou les personnes dans les matchs de soccer, notamment, qui sont victimes de propos homophobes. Il y a 2 ans, il y a une loi qui a été en application, qui a commencé il y a 2, 3 ans, cette loi en France, qui criminalise les propos homophobes, pas juste dans les stades de soccer, mais sur la rue ou dans votre famille. Et les juges condamnent les personnes qui émettent des propos homophobes avec sursis. Alors, ils les condamnent aux criminels avec sursis. Donc, ils continuent de se promener dans la rue et dire des insanités. Est-ce qu'il y aurait un lien à faire entre vos recherches et cette loi? Quel impact peut avoir cette loi en France contre les propos homophobes? Parce qu'il y a des gens qui militent au Québec pour qu'on ait une loi similaire. Évidemment, ce ne sera pas avec la CAQ que ça va arriver, ni avec le PQ, là. Je ne veux pas dire pour qui voter, là, mais surtout pas pour les libéraux. Alors, je ne sais pas préciser mieux ma question, mais il me semble qu'il y a une piste là, intéressante. La législation qui interdit certains propos homophobes, comme la législation ou la Charte des droits, tout simplement, hein, des droits de l'homme avec un H majuscule, là, qui interdit la discrimination peut-être entre les hommes et les femmes, ou la discrimination pour religion, ou l'empêchement de progresser dans une carrière parce qu'on a un signe religieux. Tout ce qui est contre la loi 21. On a fait la grève en 2019, 4 jours avant l'adoption de la loi 21, mais il y a juste la Gazette qui en a parlé. Bernard Drinville me raccroché au nez. Alors, est-ce qu'il y a un lien à faire, un peu comme monsieur parlait des casinos, des jeux en ligne qui peuvent subventionner les groupes de droite? Y aurait-il des stratégies que la gauche peut prendre pour contrer le discours de droite en criminalisant ou en faisant d'autres choses par la législation qui empêche les propos homophobes, qui empêche les propos racistes, même s'il y a déjà des lois là. On s'entend, même au fédéral, il y a des lois contre le racisme. Vous ne pouvez pas dire, monsieur, vous êtes noir, vous n'entrez pas dans mon restaurant, hein? Mais c'est très peu appliqué. Y a-t-il là une stratégie que nous pourrions prendre pour contrer? Parce que moi, je réponds à des fascistes en ligne
des fascistes, des écofascistes. On va juste conclure Oui. pour pouvoir Ouais. laisser. Merci. Je pense, merci pour cette question. Je pense que la réponse est un petit peu dans votre question. Il y a déjà des dispositifs législatifs qui existent, mais ils sont insuffisamment appliqués. Et en fait, on a en face de nous des acteurs extrêmement puissants, les GAFAM, parce que je l'ai pas mentionné dans ma présentation, mais maintenant c'est un peu quelque chose d'évident dans la littérature que les propos réactionnaires ont une prime à la visibilité dans l'espace numérique. C'est-à-dire que si vous tenez des propos antiféministes ou racistes, etc., bah, contrairement à ce que disent les médias sociaux qui, en tout cas, il y a encore quelques temps, s'engageaient pour la modération et la limitation des propos haineux, bah, en fait, peuvent être extrêmement bien diffusés du fait même que ils sont réactionnaires. Pourquoi? Notamment parce que ça permet de flatter l'algorithme qui va le présenter non seulement à des personnes qui sont d'accord avec ces propos-là, mais aussi ça va faire réagir des personnes qui sont opposées à ces propos-là. Donc ils vont commenter, diffuser pour lutter, en fait, comme vous le faites peut-être, contre ces propos. Et donc, peu importe le sens de la réaction, peu importe si on interagit pour dénoncer ou pour flatter, le résultat est le même, c'est une augmentation de la visibilisation. Et donc, il faut absolument, pas seulement une loi en général, mais aussi peut-être des contraintes précises contre les GAFAM. C'est des choses qui sont encore en cours actuellement, notamment en Europe. Il y a des pistes intéressantes là-dessus. Juste une petite question. Je m'étais donné un petit droit de parole minuscule. Après ça, on va aller en ligne, puis on va revenir à vous, madame. Je trouve vraiment originale ta fonction économique. Je vais poser une question qui probablement va paraître mal formulée parce que je pense trop, mais j'ai l'impression que l'un des éléments qu'il y a de nouveau, d'original dans cette fonction-là, c'est que tu la vois pas seulement comme un point d'arrivée. Souvent, on dit, bon, ça permet de faire des gains ou de gagner plus d'argent. C'est comme une sorte de lieu commun. Mais tu montres que c'est aussi un point de départ, en fait. C'est ça que je trouve vraiment intéressant pour analyser l'effet des logiques économiques sur le politique, sur la citoyenneté, sur la démocratie, au sens d'une dédémocratisation, d'une certaine façon euh, au sens d'une individualisation, c'est comme tu l'as montré. C'est comme si, puis là, c'est un peu la question que je te pose, est-ce qu'il y aurait comme des affinités électives entre l'antiféminisme et ou l'extrême droite, d'un côté, et vraiment l'avancée des logiques capitalistes telles qu'on les connaît aujourd'hui? Ah, pour moi, clairement, oui. Ça se pourrait pas, mettons, faire la même chose avec des discours plus de gauche qui misent plus sur la solidarité entre les groupes, par exemple. Bah, il y en a qui essayent, hein. Il y a des influenceurs, influenceuses de gauche, d'extrême gauche, dans le sens anticapitaliste d'extrême gauche, qui ont une production de grande qualité et qui n'ont pas du tout la même visibilité. Euh, Mais c'est pas et juste une question d'algorithme, il y a quelque chose de plus, c'est ce que tu montres, là. Bah, en fait, il y a même, j'ai un autre exemple en tête qui vient en dehors du terrain que je vous ai présenté aujourd'hui, pour dire à quel point ça peut être un point de départ qui est vraiment cynique, c'est-à-dire que certaines personnes peuvent envisager l'antisémitisme comme une source uniquement, enfin, d'abord comme une source de revenus. Je m'étais intéressé à un moment donné sur les contenus entre guillemets philosophiques autour du stoïcisme. Et en fait, j'ai découvert que si vous tapez stoïcisme sur YouTube, vous allez tomber sur plein de vidéos qui sont souvent les mêmes, la même vignette avec un homme style statue grecque, mais sous hormones, vraiment, même les statues grecques sont pas comme ça. Et le contenu est toujours le même, c'est un texte lu par une voix, une synthèse vocale et des images faites par IA. Et en fait, je suis tombé sur des vidéos de créateurs de contenu qui expliquaient comment créer à la chaîne ces vidéos-là et comment générer des titres qui ressemblent déjà à des vidéos existantes pour leurrer l'algorithme et en fait avoir une source de revenus qui marche quasiment toute seule. Oui. Donc il y a déjà des logiques qui existent comme ça dans d'autres que j'ai pu observer sur d'autres terrains, mais c'est ça, sur l'antiféminisme, il y a plus de diversité, ça attire peut-être un public un peu plus large que les vidéos sur le stoïcisme, mais c'est ça, oui, je pense clairement que la logique hein, des médias sociaux est profondément ancrée dans des logiques capitalistiques. Il y a le terme économie de plateforme qui est pas mal utilisé. Jonathan Durand-Foucault, que je citais tantôt, parle de technofascisme aussi, pour parler des accointances entre extrême droite et capitalisme. Donc oui, il y a vraiment plein d'avenues à explorer. Si, on va passer peut-être à une ou deux
Oui, il y a une personne qui a la main levée. Je vais juste lire, il y a une question dans le chat, peut-être que tu pourrais répondre aux deux, un à la suite de Oui. l'autre. Il y a un petit commentaire aussi que je vais lire. Je vais commencer par le commentaire parce qu'il fait écho à votre intervention. C'est Louis Valiquette qui dit, je me trompe peut-être, mais au sujet de l'intervention de Olivier Primo Rubagazal, Primo est un modèle inversé d'entrepreneurs devenus influenceurs et futurs politiciens probablement, contrairement à l'autre clique qui sont plus des influenceurs devenant des entrepreneurs. Mhm. Euh, Puis la question écrite, c'est de Daouda Sedogo. Elle dit, merci. Je souhaiterais demander à Tristan si en France, on a une montée progressive des mouvements de type Tradwives qui tenteraient de s'opposer à l'idéologie de gauche et de réaffirmer les normes chrétiennes, soit catholiques ou évangéliques. De plus, parmi les influenceurs ou influenceuses, est-ce qu'il y a des figures antiféministes chrétiennes en vogue présentement sur les réseaux sociaux? Puis là, je peux peut-être donner la parole à Coralie Monneret. Vous pouvez ouvrir votre micro. Bonjour, puis merci pour cette conférence, présentation très intéressante. On l'a vu, des femmes prennent position dans ces mouvements-là, comme Némésis et Thaïs. Mais comment sont perçues ces femmes-là? Est-ce qu'elles sont juste un justificatif de regarder, même les femmes adhèrent à nos propos? Et deuxièmement, on le voit également, c'est en ce moment, je trouve, en train d'enlever la légitimité à Marine Le Pen au Rassemblement national. On le voit que Jordan Bardella commence à prendre plus de place et voire même des fois des militants du Rassemblement national ne seraient pas contre l'idée que Marine Le Pen laisse sa place à Jordan Bardella. Fait que finalement, est-ce que malgré qu'il y ait un engagement de la part des femmes dans ces visions-là, est-ce qu'elles sont quand même perçues comme égales ou c'est juste un justificatif pour justement dire, regardez, nous aussi, on a des femmes qui adhèrent à nos propos. Je réponds? Oui, je pense que tu peux. Merci beaucoup pour vos questions. Moi, je vais y aller dans le désordre. Je vais commencer par les dernières questions. Sur la façon dont ces femmes sont perçues dans ces mouvements. Alors, justement, c'est assez varié. Euh, Elles peuvent être utilisées comme token, comme vous l'avez mentionné, pour dire, regardez, finalement, on est inclusif parce qu'on a aussi des femmes. Et on n'est pas réellement opposé aux femmes parce que bah, elles sont de de notre côté. Mais il y a un vrai conflit, bah, notamment encore elle, Thaïs Descuffon, non, pardon, Alice Cordier, euh, la porte-parole de Némésis, donc le mouvement entre guillemets féministe d'extrême droite. Elle en est venue au Mans. En fait, elle s'est fait agresser par un autre influenceur d'extrême droite français, Baptiste Marchais, aussi connu sous l'alias de sa chaîne Bench and Cigar. Et c'est assez nébuleux le contexte de la discussion, mais vraisemblablement, ça serait une discussion liée qui portait à l'engagement de Alice Cordier justement pour développer un soi-disant féminisme d'extrême droite. Et j'ai aussi assisté à des échanges en ligne où ces désaccords s'exprimaient bah, très fortement. Ils trouvaient que déjà Némésis c'était déjà trop féministe pour eux. Donc il y a vraiment des désaccords. Disons que je pense que la façon dont elles sont considérées, les femmes, ça va dépendre de l'acteur. Est-ce qu'on est dans un acteur politique qui vise la prise du pouvoir par les urnes? Dans ce cas, les femmes vont être plutôt valorisées. Mais plus on va dans le milieu groupusculaire, et je pense que moins leur action va être acceptée. En tout cas, elles vont être tolérées, mais pas autant valorisées comme token que dans les grands partis. Pour cette question, vraiment, il faut aller lire Magali Della Souda, hein, qui c'est pas la seule, mais à date en langue française, qui a beaucoup écrit sur l'engagement des femmes de droite. Pour la légitimité de Marine Le Pen par rapport à Jordan Bardella, j'ai pas vraiment de commentaires là-dessus. Enfin, en tout cas, je vous remercie pour cette question, ça me permet d'y réfléchir. Euh, D'un point de vue stratégique pour le parti, j'aurais tendance à dire que Marine Le Pen leur a fait beaucoup de bien parce que justement, la figure de Marine Le Pen en tant que femme a sans doute permis de réduire le fossé entre les genres qu'avait ce parti historiquement en France. C'est pour ça que peut-être c'est sans doute grâce à elle que il y a quasiment en fait autant maintenant de femmes que d'hommes qui votent pour le RN en France, ce qui n'est pas le cas de Reconquête
et ce n'est pas le cas d'autres partis d'extrême droite en Europe. Il y a encore un fossé entre les genres qui est fort et qui tend peut-être même à s'accentuer maintenant. Je vais revenir aux questions sur les tradwives. Euh, En fait, j'ai pas étudié le phénomène des tradwives en France spécifiquement. De ce que je sais, c'est que ça semble quasi inexistant, enfin extrêmement faible. Ça a été beaucoup médiatisé parce qu'aux États-Unis, il y a des tradwives ont du succès. Et pour le cas de la France, à ma connaissance, c'est quelque chose d'assez moribond. J'ai vu que certains journalistes décrivaient Thaïs Escuffon de tradwives. Pour moi, c'est pas du tout le cas. Elle correspond pas du tout à l'étiquette. Donc, je dirais que non, c'est assez moribond en France. Par contre, l'idée qui est portée par les 12 Drives, l'idée de mode de vie traditionnel, familial, etc., ça, il est évidemment présent et porté par d'autres acteurs et actrices. Est-ce qu'il y a des figures de femmes chrétiennes en vogue en France, qui était, je pense, une autre partie de la question? À ma connaissance, non, il n'y a pas d'influenceuse qui jouerait sur le créneau de la chrétienté ou du catholicisme pour exister sur le terrain numérique. Par contre, il y a des prêtres catholiques qui sont sur le créneau qui est le leur en tant que prêtre, mais qui flirtent un peu avec les milieux antiféministes et d'extrême droite. Oui, ça, ils montent en popularité. Merci beaucoup. Madame? Bonjour, merci pour votre conférence, super intéressante. Il y a des enjeux, c'est-à-dire que le féminisme n'est pas homogène, on le sait. Il y a plusieurs écoles de pensée, tout ça. Il y a des enjeux qui sont vraiment à la frontière entre, puis qui sont récupérés beaucoup par l'extrême droite. Je pense entre autres aux luttes contre l'exploitation sexuelle. Il y a des féministes qui se réclament pour contre l'exploitation sexuelle et on a les conservateurs au Canada qui ont voté une loi pour criminaliser la consommation de services sexuels. Donc, il y a des enjeux comme ça qui sont pas évidents. Il y a aussi des féministes, j'en suis pas, mais il y a aussi des féministes qui disent que le port du voile, c'est une façon d'asservir les femmes et tout ça, puis qu'il faut se débarrasser de ça. Je n'adhère pas nécessairement à cette posture-là, mais bon. Donc, comment vous avez traité dans votre étude de ces enjeux-là? Qui sont vraiment... puis bon, j'entre même pas dans la critique de la théorie du genre, qu'il y a des féministes radicales qui critiquent aussi, là. Comment vous avez traité de ces enjeux-là dans votre étude? Je comprends bien votre question, c'est comment j'ai mis en parallèle les divergences qu'il y a au sein du féminisme, c'est ça? C'est ça. Si vous parlez d'antiféministe, de quelle façon vous définissez ce qui est antiféministe et ce qui ne l'est pas? Bah, c'est la définition que j'ai présentée au début, une opposition aux luttes féministes dans leur diversité. Sur mon terrain là, c'était plutôt assez simple parce que ils parlent assez directement et ouvertement de leur opposition au féminisme. Ils disent très clairement les féministes sont un danger. En fait, c'est surtout des propos plutôt masculinistes qui considèrent qu'aujourd'hui la société est féministe, que les femmes ont le pouvoir et qu'il faut défendre les hommes face à ça. Donc c'était plutôt assez simple de l'identifier en tant que tel. Il n'y avait pas cette granularité, cette finesse d'opposition qu'on peut trouver dans le féminisme. Ouais. Est-ce qu'on a d'autres questions en ligne? Bon, allons-y en ligne, vu qu'on les a négligées au début. Oh, pardon. Il y avait madame. Allez-y avant, vu qu'on... Ah, ben ça me... Allez-y. OK. Je sais pas si ça va faire du sens, là. J'essaie de mettre mes idées en tête en même temps, mais au début, tu parlais tu sais, d'une tendance, bon, on le sait, dans l'antiféminisme, il y a le discours ordinaire, mais il y a une tendance un peu qui peut peut-être se dessiner en termes de discours de l'extrême droite, ou en tout cas comme que c'est quelque chose qui n'est pas encore là, mais qui pourrait éventuellement arriver, si je comprends bien les propos. Puis, en fait, je me demandais, est-ce que tu vois dans l'utilisation justement des discours institutionnalisés du masculinisme, la porte d'entrée vers une institutionnalisation plus du discours de l'extrême droite? Tu sais, je pense par exemple au PL1, là, au projet de loi constitutionnel au Québec, qui est très, tu sais, comme, est antiféministe, mais porte aussi en voulant apporter justement sur les discours, par exemple, sur la laïcité, contrôler le corps des femmes, par exemple, ben, c'est aussi porter des discours d'extrême droite très racistes, très raciales, etc. Fait que c'est d'islamophobie. Fait que est-ce que tu vois cette tendance-là aussi, tu sais, comme dans je sais pas si c'est une fonction, tu sais, de plus, l'institutionnalisation, ou comme c'est un résultat des fonctions qui devient peut-être
Est-ce que c'est clair, ma question? Ou Je vais comme... dire comment je la comprends, Oui, puis... c'est bon. Merci. C'est comme ça bouillonne là, dans ma tête pour ça. Ah bah, c'est bon, merci beaucoup. Mais je pense que, enfin, moi, tel que je la comprendrais, ça serait lié à la fonction d'intersection, comment les deux discours s'entremêlent, et peut-être je l'ai pas dit assez clairement, mais il y a la littérature, moi je l'ai pas mentionné du tout, en fait, il y a la littérature qui explique comment l'antiféminisme est une porte d'entrée vers une radicalisation d'extrême droite, notamment suprémaciste blanche. Donc, en termes de parcours individuel, ça, on le voit. Au niveau institutionnel, est-ce que d'abord, donc c'est là où vient ta question, est-ce que le fait d'avoir des lois antiféministes, ça permettrait pas de préparer le terrain pour avoir des lois racistes, d'extrême droite honnêtement, c'est une excellente question. Je l'ai avec mes données là, je peux pas en parler, je peux juste en jaser comme ça, comme on le fait. Euh, Moi, si je devais étudier cette question, je pense que j'irais clairement du côté des mouvements anti-avortement, qui me semble être vraiment pour notre plus grande frayeur, la meilleure porte d'entrée pour ce type de mécanique-là. Et c'est quelque chose qu'on observe déjà. Là, je pense justement aux travaux de mes collègues Véronique Pronovo, Ophélie Lacroix et Frédéric Nadeau, qui ont fait un rapport à l'échelle du Québec, là, il y a quelques... avant les fêtes, en fait, qui est sorti où c'est quelque chose qui va dans ce sens-là. Comment ces discours aussi arrivent à s'adapter aux normes institutionnelles pour survivre et continuer à croître. Et ce que mes collègues ont observé, c'est que justement le discours s'adapte pour avoir des financements qui normalement est fléché pour les femmes, et pour soutenir en fait les femmes dans différentes moment de leur vie, et notamment pour l'avortement. Et là, il l'a utilisé pour lutter contre le droit à l'avortement. Parce que justement, ils vont présenter leur action comme de l'accompagnement en santé, de l'accompagnement psychologique, parce que dans leur vision à eux, l'avortement est un traumatisme et qu'on n'en parle pas assez, et que voilà, personne ne devrait vivre ça, etc., etc. Et donc, c'est comme ça qu'ils vont s'imbriquer. Donc, je sais pas si ça répond tout à fait. Ben oui, absolument. En fait, je pensais, est-ce que je peux répondre directement? Oui, ok. Je pensais justement à ça, tu sais, je pensais au Chevalier de Colomb, par exemple, avec l'étude, l'état des lieux là, que Véronique a faite, parce que justement, c'est comme, ben, aussi au niveau de la fonction économique, ben, les Chevaliers de Colomb au Québec vont vraiment financer aussi, puis vont être une porte d'entrée facile et institutionnelle. Fait que c'est là le lien que je faisais. Puis en fait, ce qui me préoccupe, c'est que il y a 5 ans, j'aurais pas dit que l'extrême droite était comme préoccupante ici. Mais comme l'antiféminisme qui s'est institutionnalisé puis qui est maintenant dans nos structures politiques est là, genre, je vois cette tendance-là qui pourrait arriver, là. Fait que j'ai pas de réponse de stratégie de résistance, mais je pense que ça peut peut-être être quelque chose qui reste. On va juste basculer maintenant en ligne parce qu'il reste quelques minutes. Donc, essaie de nous faire un petit condensé là, des C'est exactement une référence, mais peut-être que tu On va conclure avec Ouais. ça. Puis il y a quelqu'un qui demande, est-ce qu'on voit à gauche des stratégies qu'on peut apparenter à la métapolitique? En d'autres termes, est-ce que la gauche utilise la création de nouveaux discours pour changer les idées? Est-ce que la gauche utilise la création de nouveaux discours pour changer les idées? Oui, il y a des tentatives. Notamment au Québec, je crois que c'est la troisième fois que je le cite aujourd'hui, Jonathan Durand-Folco qui a même fait une infolette qui s'appelle Métapolitique. Hein. Lui, clairement, il assume son engagement à gauche, il réfléchit à ces questions-là, mais c'est pas le seul. Par contre, le terme métapolitique, il est pas, en tout cas à ma connaissance, dans les milieux de gauche, il est moins utilisé, parce que justement, il est connoté extrême droite maintenant, ce qui est un peu triste quand on sait qu'à l'origine, comme je le disais, c'est une théorie qui vient de Gramsci. Si je reste au milieu, au contexte numérique, comme je disais tantôt, il y a des influenceurs, des influenceuses qui font un travail vraiment militant fort. Mais c'est vrai que le contenu, je vais pas m'attarder là-dessus, mais il est assez différent. On a un contenu qui va être beaucoup plus de l'ordre de la vulgarisation, je dirais même scientifique, extrêmement référencé, vraiment un attachement à la vérité, aux faits, pour les utiliser afin de défendre une vision de la société qui soit plus juste, qu'il n'y a pas à l'extrême droite, qui a un usage parfois de la science, mais extrêmement opportuniste, mais extrêmement superficiel. Ce qui fait que les contenus de gauche, même ceux qui marchent le mieux, ben, vont être peut-être plus, je vais dire, effrayants, pas dans le sens, ouais, plus intimidants peut-être quand on n'est pas déjà un peu politisé à gauche. Merci. Alors, on aurait le temps pour une dernière question. Oui, Camille. Personne d'autre en a. Ouais. J'ai pas vu personne d'autre. Moi, je suis curieuse parce qu'il y a quelqu'un, je pense que c'est Louis Valquette dans le chat qui a fait remarquer quand tu parlais
la séquestration très violente, là, qu'un des influenceurs québécois que tu avais mis, Samuel Grenier, apparemment est ouvertement homosexuel au Québec. Fait que j'étais curieuse de savoir s'il y avait des différences comme ça entre les porteurs ou disons, les convictions des anti au Québec puis en Europe, particulièrement peut-être autour de cette question-là de l'homosexualité. En termes de sociologie et de qui ils sont en tant que personne, il y a des différences. La majeure que j'ai observée, c'est leur âge, hein. Ils sont beaucoup plus âgés ici au Québec. Puis ils viennent d'une sphère numérique qui est assez différente. Ils sont plus proches, on va dire, de ce qu'on pourrait appeler la complosphère ou ce que ces personnes se nommeraient elles-mêmes en tant que réinfosphère, moins péjoratif que complosphère, qui existait bien avant la Covid. Donc déjà, voilà, on est dans un univers un peu différent. Et en termes de positionnalité de ces personnes, là, ça me fait penser plus à est-ce qu'ils sont racisés ou pas. Parce qu'en France, il y en a certains qui le sont, en tout cas qui se revendiquent comme l'étant, euh, notamment le Raptor que j'ai cité, qui se revendique comme étant kabyle, par exemple. Papacito, je crois qu'il comprend pas ce que ça veut dire racisé, mais il se revendique comme espagnol. Voilà. Et ils utilisent cette positionnalité pour se donner un blanc-seing, sans vouloir faire de mauvais jeu de mots, et en ayant des propos racistes. Je peux pas être raciste car je suis étranger, car je suis racisé. Et je pense que cette mécanique-là, elle a lieu. En fait, non, c'est pas je pense, elle a lieu pour les femmes qui sont antiféministes et pour les personnes homosexuelles que j'ai pu observer aussi, ceux qui le disent ouvertement et qui le mobilisent comme une stratégie rhétorique. Ouais. Ça s'applique à tout le monde parce que moi, je suis. Ouais. Bon, ben écoutez, il reste 4 minutes. Alors, je pense que le plus sage, ce serait de conclure maintenant parce que on va vous laisser le temps d'aller poursuivre vos autres activités. Donc, un grand merci à Tristan pour cette magnifique conférence. Merci à vous tous et toutes d'avoir été ici, soit en personne, soit en ligne. Et puis, rendez-vous la prochaine fois, si cela vous intéresse, lundi prochain, pour un autre Midi-Crédac d'effet Pécaire sur les imaginaires postcoloniaux au Québec. Ce sera aussi en format hybride. Merci beaucoup.